Bienvenue dans le Pédago Flash d'IMTBS. Alors je suis Julien Maurice et aujourd'hui je suis accompagné par Anuragini Srinish qui va nous expliquer comment et pourquoi elle a réalisé une série de podcasts basés sur ses recherches à destination des étudiants grâce à l'IA. Je précise que ce podcast a été initialement enregistré en anglais, la voix d'Anuragini donc traduite directement depuis l'outil Agen pour information. Tandis que la voix que vous écoutez actuellement était ajoutée en post-production car il y avait trop d'erreurs dans la traduction de ma voix anglaise vers le français. Allez, c'est parti. Bonjour Anuragini. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Merci Julien de m'avoir invité dans le podcast. Je suis Anuragini Srinish, je suis professeure à l'Institut Mines Telecom Business School et je me concentre spécifiquement sur les systèmes d'information pour l'enseignement, mais je suis aussi une chercheuse passionnée. Je travaille sur la transformation numérique en tant que terme général, mais là-dedans, j'examine les aspects liés au travail numérique et je fais des recherches sur la société numérique tout en observant comment l'innovation numérique change notre vie. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous inviter car je tiens à ce que vous présentiez avec vos propres mots l'expérience que nous avons menée avec la génération de podcasts par IA à destination de nos étudiants. L'un des défis auxquels les chercheurs sont normalement confrontés, c'est comment ils peuvent intégrer leurs recherches dans l'enseignement. Donc, vous savez, j'ai dû créer un nouveau cours où j'enseignais à une population que je ne connaissais pas très bien. Et ce sont des étudiants de licence, ce qui signifie qu'ils sont très très jeunes, ils ont 19 ans. Et comment puis-je alors traduire efficacement mes perspectives de recherche très complexes et hautement théoriques avec eux dans le cours? Donc, ce cours porte sur l'éthique et la connaissance. Ici, nous avons eu une session où nous voulions que les étudiants construisent une intelligence numérique en utilisant des questions très émergentes dans la recherche. Donc, vous savez, je pensais que j'ai écrit de nombreux articles sur différents aspects qui couvrent le travail numérique, qui abordent les aspects de la société numérique, ainsi que sur certaines questions liées à l'innovation numérique. Donc, j'ai des articles sur l'IA, j'ai écrit des articles sur les deepfakes et des articles sur les fausses nouvelles et comment nous pouvons y faire face. Donc, tout cela présente des perspectives très, très intéressantes pour que les étudiants développent leur intelligence numérique. Alors, j'ai commencé à réfléchir, que pouvons-nous faire? Comment puis-je réellement communiquer efficacement ma recherche aux étudiants en 3 heures? Donc, évidemment, vous savez, les articles de recherche qui sont, vous savez, très très difficiles à lire, complexes. Tout d'abord, c'est en anglais et la population d'étudiants que je visais était principalement française, mais avec un petit niveau d'anglais. Donc, je n'étais pas sûre qu'ils puissent réellement lire 40 pages d'un article théorique et comprendre. Alors, j'ai commencé à réfléchir quelle pourrait être la meilleure façon et j'ai réalisé que, vous savez, avec certains outils, nous pouvons en fait convertir l'ensemble de l'article de recherche en format podcast. Une fois que j'ai appris que je pouvais créer des podcasts à partir d'un contenu, nous avons expérimenté avec l'article de recherche. Effectivement, et pour préciser aux éditeurs, nous utilisons NotebookLM pour cela, qui est un outil très impressionnant. Alors je précise que cet outil permet de créer des podcasts à partir de n'importe quelle ressource dans laquelle on peut entendre 2 personnes qui échangent. Alors c'est déjà bluffant, mais depuis quelques temps également avec une mise à jour, on peut également prompter et demander par exemple à l'outil de se concentrer sur tel ou tel point de la ressource, ou de structurer le podcast d'une manière spécifique, ou même d'ailleurs de créer le podcast en français. Au passage, pour les auditeurs, nous mettrons le lien vers le podcast qui compte actuellement 17 épisodes et qui est disponible sur Spotify. Alors ce qui est très intéressant, comme vous le dites, c'est que cela permet aux étudiants d'écouter le contenu au lieu de le lire, même si bien sûr les 2 supports sont complémentaires. Alors j'ai d'ailleurs fait l'expérience d'écouter un podcast dans ma voiture d'ailleurs, et je dois avouer qu'après quelques secondes, on oublie même que le podcast finalement est généré par IA, et les interactions entre les 2 personnages sont vraiment réalistes, ce qui est à la fois troublant et fascinant, comme beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui en IA. Alors je me demande d'ailleurs ce que les étudiants en pensent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels ont été leurs retours ? Je pense que les étudiants ont vraiment beaucoup aimé. Tout d'abord, nous avons affaire à une génération qui a grandi avec la technologie. Donc, si vous proposez un dispositif pédagogique qui arrive ou qui
tirer parti de la technologie numérique. Ils en sont contents. Deuxièmement, ils étaient extrêmement contents du podcast, surtout parce que nous avions aussi d'autres outils intégrés dans notre programme. Mais surtout, le podcast, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient comprendre des sujets aussi complexes dans un langage très simple. Et ils étaient très impressionnés. Et ils ont dit que cela rendait vraiment l'apprentissage efficace. Donc, nous avons demandé aux étudiants de donner leur avis à la fin du cours et surtout des retours ouverts. Ainsi, nous pouvons obtenir des données riches en termes de ce qu'ils en ont exactement pensé et quelle partie du programme et de l'utilisation de l'outil ils ont aimé. Comme vous l'avez dit, l'un des étudiants a dit qu'ils adoraient le fait. Le podcast est une conversation entre deux personnes. Ce n'était pas une seule personne qui parlait de l'article. Donc, ce sont deux personnes qui discutent et un étudiant. Clairement dit qu'il aimait le dialogue entre les deux personnes. Et ils ont aussi dit qu'ils ne savaient pas que c'était généré par une IA. Et combien de publications, du coup, les étudiants ont-ils écouté? Une ou plusieurs? Donc, pour le cours lui-même, nous avons décidé de mettre 6 publications et ils pouvaient en choisir 5 parmi celles-ci. Mais chaque groupe, divisé en 3 ou 4 étudiants, a un article. Un article, d'accord. Donc, ils devaient seulement écouter un article et bien comprendre cet article. Au passage, une question que l'on peut se poser est de savoir si écouter par exemple 10 podcasts créés via Notebook LM de cette manière pourrait peut-être devenir à la longue un peu répétitif. On le verra peut-être avec le temps. Sinon, dans la méthode, vous avez intégré ces podcasts donc sur Moodle, dans votre espace de cours, en les accompagnant d'un support également d'ailleurs créé avec lien via un outil appelé Knowledge qui permet notamment de réaliser des flashcards, par exemple des quiz ou encore des glossaires directement depuis n'importe quelle ressource. Ouais, donc ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas qu'on puisse utiliser les podcasts uniquement comme un outil autonome dans l'enseignement. Cela peut être l'un des matériaux supplémentaires que tu peux utiliser. Et dans mon cas, ils avaient l'article entier au format PDF. Ils avaient un podcast qui résumait l'article de manière très conviviale. Ensuite, ils avaient aussi l'outil qui a créé le programme du cours, qui avait beaucoup de glossaires. Il y avait un résumé. Il y avait des choses qu'ils pouvaient utiliser pour réviser, comme des cartes mémoire, des exercices à trous et des quiz. Donc, je dirais que l'ensemble de l'expérience d'apprentissage a vraiment transformé leur capacité à absorber des idées très complexes et cela les a aidés à devenir plus intelligents numériquement. Dans mon cas, parce que le cours visait à ce que ces étudiants comprennent les phénomènes numériques. Donc, et le fait que ce cours était intégré à notre présentation finale, ce qui signifie qu'ils lisaient cette recherche, ils utilisaient ce podcast et tous les autres outils pour comprendre les concepts clés, mais je les ai aussi testés parce que lors de la prochaine session, ils devaient présenter l'article à un groupe de leurs autres camarades, oralement, d'accord, et devaient aussi le relier à d'autres objectifs de développement durable. Ils devaient proposer leur propre cas concret, fictionnellement, pour relier l'article à nouveau. Donc tu vois, l'apprentissage est beaucoup plus ancré. Dans ce sens, il ne s'arrête pas simplement à comprendre l'article et ce n'est pas, en révisant le concept qu'ils vont connaître les notions théoriques, ils doivent aussi faire une classe inversée. Ce qui signifie qu'ils doivent enseigner le même article de recherche aux autres étudiants et camarades, demandez-leur aussi des questions et tout cela ensemble constitue le cours. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et je voulais maintenant savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez refaire à l'avenir sur le même modèle. Je pense que je vais certainement le refaire parce que ma recherche continue d'évoluer et je veux tenir mes étudiants au courant et je pourrais enseigner à un public différent la prochaine fois. Donc, c'est très intéressant de savoir comment les gens réagissent à votre propre recherche à différents niveaux. Vous savez, les étudiants de licence, ils vont penser différemment, peut-être, que le même article de recherche est lu par un étudiant de niveau master. Ils auront des niveaux de discussion différents. C'est toujours excitant pour moi de présenter ma recherche sous différentes formes. Donc, je pense que je vais continuer à le faire. Partagez-vous également ce podcast avec des chercheurs, par exemple, de votre communauté ou auprès d'autres publics? Absolument. Donc, dans la première partie, nous parlions de la façon dont les podcasts sont utilisés dans l'enseignement. Mais en tant que chercheurs, nous avons un autre problème. Comment communiquons-nous notre recherche au grand public, n'est-ce pas? Donc, le podcast a été efficace. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que aussitôt que j'ai une publication, je la transforme en podcast. Ensuite, je le publie largement sur mon réseau social. Je le partage avec des gens, surtout quand vous interagissez avec des entreprises. C'est très facile pour moi de leur donner mon travail. Je peux dire que c'est le travail que je fais, écouter mon podcast. Donc, au lieu qu'ils écoutent et lisent toute ma recherche, ce qu'ils ne peuvent pas saisir, toutes les conclusions nuancées. Alors effectivement, et pour parler de mes propres usages, j'ai tendance à beaucoup privilégier l'audio pour apprendre. Par exemple, j'écoute des podcasts régulièrement, mais aussi des livres audio. Et je pense que d'autres personnes sont également comme moi et apprécient ce format. Donc c'est vraiment une excellente pratique de mon point de vue pour toucher donc un plus large public.
C'est vrai. Donc, l'idée est née parce que lorsque nous avons publié un livre blanc sur un sujet très impactant concernant la transformation numérique en Irlande, et je voulais partager toute l'essence du livre blanc avec les responsables gouvernementaux. C'est à ce moment-là que, vous savez, nous avons discuté de la façon dont nous pourrions le partager. Et vous savez, si nous pouvons créer un podcast parce que les responsables gouvernementaux n'ont pas le temps, et même si vous faisiez des recherches, ils s'en fichent. Ils ne vont pas lire un article de 40 pages. Donc pour moi, il était absolument nécessaire que, vous savez, lorsque nous publions le livre blanc, il y ait un podcast associé. Et donc, nous pouvons facilement communiquer nos résultats pour avoir un impact sociétal. Parce que nous faisons de la recherche non seulement pour générer des connaissances, mais aussi pour créer un impact. Un impact ne peut se produire que lorsque vous communiquez le savoir de manière précise. Et pour rappel d'ailleurs, il est possible de créer des podcasts en français maintenant et de toucher ainsi un public plus large encore, y compris d'ailleurs même en espagnol ou dans d'autres langues, même si je n'ai pas encore vraiment testé ces fonctionnalités. Donc c'est bon de le préciser à nouveau. Exactement. C'est une nouvelle très très excitante que vous partagez parce que beaucoup de gens, vous savez, ont hésitation dans leur langue non maternelle, mais nous pouvons être dans un pays où, vous savez, nous devons partager les résultats, vous savez, dans la langue de ce pays. Dans mon cas, par exemple, je publie en anglais, mais si je dois communiquer avec mes homologues et parties prenantes francophones, c'est absolument essentiel pour moi. Si j'ai un outil comme ça qui peut m'aider à traduire ma recherche en français. Je pense que c'est juste génial. Et d'ailleurs, depuis la toute dernière mise à jour de NotebookLM, il est possible d'interagir directement avec le podcast en temps réel. Alors finalement, c'est très étrange. On pose une question et en temps réel, les avatars IA nous répondent. Alors à voir si ce type de pratique peut rentrer également dans les usages pour étudier par exemple un texte, par exemple, même si pour le moment, à titre individuel, je l'ai simplement expérimenté. Voilà bien, avez-vous une dernière remarque avant de clôturer ce podcast ? Je pense que la dernière chose à ajouter est que j'encouragerais d'autres chercheurs à essayer ce genre de nouvelles techniques, tant pour l'enseignement que pour la recherche. Et je pense que je dirige aussi une équipe de recherche appelée SmartBees au sein de l'école. Donc, j'encourage mon équipe à partager leurs recherches sous forme de podcast afin que d'autres puissent aussi l'écouter. Merci beaucoup Anne-Laure Guény et merci à tous les auditeurs du Pédago Flash d'avoir écouté ce format un petit peu étrange avec une voix à la fois native et une voix créée donc par IA sur une traduction anglaise. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pédago Flash d'IMTBS.